Bienvenue dans ce nouveau podcast Nourrissez votre bien-être. Je suis Alain Bereau, coach en nutrition, car certifié en nutrithérapie et formé au profilage alimentaire. Ceci me permet de garder un esprit ouvert et critique entre différentes approches, tout en optimisant mes conseils lors des consultations. Ici, je vous partage des audios sur divers sujets liés à la santé et au bien-être. Je vous souhaite une bonne écoute. Bien, on est parti dans ce podcast, on va parler du diabète. C'est une pathologie assez répandue malheureusement aujourd'hui dans le monde. Et on va un petit peu parcourir ensemble différents points. On va commencer par une introduction au niveau statistique, voir un petit peu comment le diabète se déclare, quels sont les symptômes, quels sont les risques, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions. On va passer un petit peu en revue tout un tas de choses et on va commencer par les chiffres. Donc on peut déjà dire que 537 millions de personnes seraient atteintes du diabète dans le monde, soit un adulte sur 10. Âgés entre 20 et 79 ans, et près de 4 millions de personnes sont traitées pour le diabète en France. Et alors dans le monde, une personne sur deux est atteinte de diabète sans même le savoir. Car effectivement, il faut se rappeler que c'est une pathologie qui évolue de manière discrète. On n'a pas de symptômes directement, en tout cas pour le diabète de type 2 qui est le plus répandu. On va voir ça un peu plus loin. En tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus par rapport aux statistiques que je viens de citer, vous pouvez toujours vous rendre sur diabèteatlas.org. Alors par rapport à l'insuline, donc ça c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, elle a plusieurs rôles. Ici on va se concentrer sur son rôle qui joue avec le diabète. Donc c'est d'aller chercher l'excès de glucose qui est dans le sang en circulation pour aller le prendre et le donner aux cellules du corps. Ainsi ça va pouvoir être converti en énergie, que ce soit pour le cerveau ou pour le reste du corps. Maintenant quand il y en a vraiment beaucoup, ça va plutôt être stocké sous forme de graisse en excès. Là ça va favoriser le surpoids et on sait que le surpoids est un facteur de risque du diabète. Le problème aussi, c'est que quand l'insuline va être générée comme ça à grande échelle, elle va stimuler aussi la fabrication du glucose par le foie, ce qui va augmenter la glycémie. L'insuline aussi, elle a un facteur de croissance, notamment des tumeurs, ce qui peut favoriser l'arrivée des cancers de manière plus précoce chez les diabétiques. Et ça a pu être remarqué dans différentes études. Quand on parle de diabète, évidemment, on a plusieurs diabètes. On a le type 1, le type 2, mais on a aussi le gestationnel qui peut apparaître durant la grossesse et qui peut aussi s'installer durablement. On ne va pas s'étendre sur celui-là, c'est quand même un cas bien à part, même si au final, les conséquences et les solutions sont assez similaires. Par rapport au type 1, donc ça c'est quand le pancréas ne produit plus assez d'insuline, c'est quand même plus rare dans les cas, ça représente 6% des cas. Maintenant, c'est souvent déclaré chez les enfants, les adolescents, voire les jeunes adultes. Il va plutôt apparaître brutalement celui-ci. Ça va être subitement, on va avoir plein de conséquences, plein de symptômes qui vont nous amener à penser que, et effectivement, ça va être assez vite déclaré. Alors parmi les symptômes, on peut avoir une fatigue, une altération de la vision, une perte de poids soudaine, une faim constante, une sensation de soif augmentée, des besoins d'uriner plus réguliers, des vomissements, des picotements au niveau des mains, des pieds, des affections fréquentes et une lente cicatrisation. Voilà, tous ces symptômes peuvent découler du diabète de type 1. En fait, on peut dire que le type 1, c'est une maladie auto-immune parce qu'en fait, c'est l'organisme qui détruit lui-même les cellules du pancréas, ce qui fait qu'il ne sait plus générer d'insuline. Alors, le type 2, lui, il est plus fréquent, c'est 92% des cas, surtout après 40 ans, mais malheureusement de plus en plus chez les jeunes également. Alors, il apparaît plutôt progressivement, silencieusement, c'est un petit peu le problème de celui-ci. C'est qu'on va plutôt le remarquer quand on va faire une prise de sang un peu par hasard ou pour d'autres problèmes. On va se rendre compte à ce moment-là seulement qu'il y a le diabète, mais ça se trouve, il est là depuis plusieurs années et on ne l'a jamais remarqué. En résumé, celui-ci, c'est quand les cellules sont moins sensibles à l'action de l'insuline. Donc, c'est quand le pancréas va compenser en produisant plus d'insuline. Et petit à petit, ça va le fatiguer plus vite que prévu. Et donc, il va produire de moins en moins d'insuline. Et le taux de sucre va rester, lui, augmenté au niveau sanguin. Ce qui va générer pas mal de problèmes, notamment le fait que ces sucres-là vont fermenter et créer de l'alcool de sucre. Et ça, c'est très toxique, surtout au niveau des nerfs. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque du type 2. On peut penser à l'hérédité, à l'âge. Tout simplement, c'est des statistiques à partir de 40-45 ans. Le fait aussi d'être en surpoids ou en obésité, surtout quand on a de la graisse au niveau abdominal.
le manque d'exercice physique. Donc quand on est assez sédentaire, malheureusement, ça augmente le risque de manière automatique. Le fait d'avoir un taux de glycémie élevé, peut-être le fait de consommer régulièrement des choses qui la font monter de manière fréquente, tout ça, ça va fatiguer le pancréas en accélérant les choses, malheureusement. On a aussi le diabète de grossesse et le tabac qui peuvent augmenter les risques du type 2. Alors, on va se pencher un petit peu plus précisément sur les différentes causes qui peuvent mener au diabète. On va commencer par la génétique. Donc en fait, par rapport au type 1, si l'un des deux parents a le type 1, il va augmenter le risque de transmission entre 4 et 8%. Maintenant, si c'est les deux parents qui sont victimes du type 1, le risque peut être de 30% pour l'enfant. Alors pour le type 2, si l'un des deux parents est victime, il augmente le risque de transmission de 40%. Et si les deux parents sont victimes, alors le risque peut aller jusqu'à 70% pour l'enfant. À savoir que le type 2 peut, dans des rares cas, apparaître dès 5 ans. Autre cause, c'est le fait d'avoir des hypoglycémies trop fréquentes. Alors celles-ci peuvent être dues à plusieurs choses. Ça peut être à cause du jeûne, le fait de jeûner trop longtemps et que ça ne corresponde pas à la personne. Ça peut être lié à l'anorexie mentale. Ça peut aussi venir des excès d'alcool, de sucre rapide, de médicaments, d'aspirine, surtout avant 12 ans, d'une gastrectomie, voire de pathologies endocriniennes. Autre cause importante, c'est la malnutrition. Évidemment, la surabondance d'aliments industriels de mauvaise qualité, riches en sucre, graisse et sel, évidemment, ça augmente les risques de plein de pathologies, mais notamment du diabète. Et ça a vraiment pu être observé dans différentes populations où, de manière générale, ils avaient un bon mode de vie alimentaire. Et puis, quand l'industrie a commencé à s'installer et à importer les choses chez eux, on a vu une augmentation de tout type de pathologie. Malheureusement, c'est vraiment proportionnel. Par rapport au sucre, justement, il faut surtout faire attention aux biscuits, pains, bonbons, sodas, biscottes, pâtisseries, purée de pommes de terre, les pâtes ou le riz trop cuit. Toutes ces choses-là vont augmenter la glycémie. Et dès que ça fait monter la glycémie, il faut se dire que le pancréas doit travailler plus pour générer plus d'insuline. Et ça va le fatiguer plus vite que ce qu'il ne faudrait. Pendant ce temps-là, quand la glycémie est élevée, il y a aussi un problème par rapport à la glycation. Donc la glycation, si vous voulez, c'est quand le sucre va se coller aux protéines qui sont aussi en circulation et ça va donc modifier la forme de la protéine. Or, les protéines, elles sont distinguées dans l'organisme par leur forme justement. Il y a plein de protéines différentes qui existent et elles ont chacune des fonctions bien précises. Le problème, c'est quand le sucre, le glucose, va se coller aux protéines, elles vont être déformées, l'organisme ne va pas les reconnaître et elles ne pourront pas remplir leurs fonctions. Ça va poser pas mal de problèmes parce que les protéines, c'est vraiment le centre de notre fonctionnement, si vous voulez. Sans protéines, il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'énergie, bref, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien. Donc c'est très important de limiter ces apports en sucre rapide, déjà rien que pour la glycation. De plus, le sucre rapide, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils augmentent le surpoids, l'inflammation, une mauvaise flore et forcément le risque de diabète. Je précise tout de même que les aliments qui sont plus riches en termes d'indice glycémique sont éventuellement intéressants autour d'un effort physique parce que là, l'organisme va les prendre et les utiliser directement. Il va directement les stocker pour recharger les réserves de glucose ou alors tout simplement l'utiliser pour produire de l'énergie tout de suite. Mais la plupart du temps, on est sédentaire, on ne se dépense pas suffisamment et on consomme trop de sucre rapidement. Alors il y a aussi le fructose. Donc le fructose, c'est le sucre des fruits. Les fruits entiers ne posent pas vraiment de problème en quantité raisonnable, en dehors des dattes, des bananes éventuellement. La plupart des fruits ne posent aucun problème pour le diabète. Le souci, c'est que le fructose, que vous retrouvez beaucoup dans les produits transformés, comme le miel, le sirop d'agave, ça pose problème parce que là, il est isolé et il est tout seul ajouté à des produits transformés. Ça veut dire que là, ça va faire monter la glycémie aussi très rapidement. Autre problème du fructose, c'est qu'il bloque l'activation des récepteurs à insuline, il diminue la sensation de satiété, donc l'hormone leptine n'est pas stimulée, il augmente l'appétit, donc l'hormone gréline est stimulée, il se colle aussi aux protéines, donc comme la glycation, on a la fructation, ça va impacter tout le fonctionnement des protéines.
Il va aussi, le fructose, s'accumuler dans le foie et créer des triglycérides. Donc c'est des graisses qui sont sous forme de stockage, qui vont poser beaucoup de problèmes parce que elles vont quand même circuler un peu et ça va aggraver le fonctionnement aussi des récepteurs à insuline et générer une intolérance au glucose. Alors le fructose comme ça, isolé, va aussi déséquilibrer la flore, provoquer des troubles digestifs, augmenter la tension artérielle et augmenter l'acide urique qui va avoir un impact sur le cardiovasculaire, sur les calculs rénaux, etc. Le sel, il est important de le mentionner aussi, il favorise la rétention d'eau et donc la prise de poids, mais aussi va augmenter l'assimilation du glucose au niveau intestinal. Le problème, c'est qu'on le retrouve beaucoup en excès aussi dans les produits transformés, comme le pain, les biscuits, les sauces, les charcuteries, les fromages, les conserves, etc. Donc le problème, c'est qu'il va augmenter la soif, donc il va faire consommer des boissons qui sont généralement sucrées, et en plus de ça, ben voilà, toutes les autres conséquences qui ne vont pas faire du bien pour l'apparition du diabète notamment. Alors ensuite, on a les viandes, donc bon, c'est un peu général, hein, on va plutôt parler des viandes rouges en excès et surtout de mauvaise qualité, donc des viandes un peu plutôt industrielles. Elles posent problème pour différentes raisons. Tout d'abord, elles apportent beaucoup de fer. Alors, si on est en manque de fer, c'est une bonne source. Maintenant, si c'est le contraire, qu'on a un excès de fer, c'est souvent le cas chez l'homme ou chez la femme ménopausée parce qu'il n'y a pas vraiment de perte de sang, donc pas vraiment de perte de fer. Eh bien, voilà, tout excès de fer est très néfaste. Ça va générer de l'inflammation et bien d'autres problèmes, notamment aussi participer à la dégénérescence des cellules pancréatiques qui produisent l'insuline. Les viandes sont aussi riches en leucine, donc c'est un acide aminé qui est présent et dans les viandes et dans les produits laitiers qui va favoriser l'inflammation. Le problème avec les viandes aussi, c'est la cuisson qui est souvent excessive. On va souvent avoir du noirci, du bruni, et ça génère des molécules de Maillard qui sont difficilement éliminées par le corps. Ça génère aussi le problème de glycation dont on a déjà parlé. Alors, l'excès de viande, en fait, il va détériorer la qualité de la flore intestinale, qui, elle, est importante pour la gestion du poids, entre autres. C'est là que se passent pas mal de choses au niveau hormonal, au niveau enzymes. On peut aussi rajouter que les viandes sont inflammatoires. Autre problème avec les viandes, c'est que généralement, elles contiennent des hormones de croissance, des pathogènes, des bactéries, mais aussi des polluants qui sont bloqués dans les graisses. Malheureusement, ce sont souvent aussi des graisses qui sont saturées et donc qui sont difficilement utilisées pour faire de l'énergie. Donc, attention à ça, les graisses saturées, il en faut, mais il n'en faut pas en excès. Autre risque augmenté pour le diabète, ce sont les produits laitiers pasteurisés, parce qu'on peut l'admettre que de temps en temps, on consomme des produits laitiers à base de lait cru, parce qu'ils contiennent encore des vitamines, des minéraux, des bonnes bactéries. Ça peut encore être tolérable. Mais les produits laitiers qui ont été pasteurisés, c'est-à-dire la plupart des produits industriels, qui contiennent du lait, du beurre, de la crème, ça pose problème parce que déjà ça détruit toutes les enzymes, les vitamines pour la plupart, les bonnes bactéries et par contre on va y retrouver toujours des éléments pathogènes qui peuvent être associés à des allergies, à des caries dentaires. On peut aussi avoir des coliques chez les nourrissons. Ça va augmenter le risque d'ostéoporose, d'arthrite et de maladies cardiaques, voire de cancer. Ce n'est pas quelque chose de très intéressant pour la santé, en tout cas sur le long terme. En plus, ils contiennent toujours des stimulants d'hormones de croissance, parce que le but du lait de vache, c'est d'apporter pas mal d'hormones de croissance pour faire grandir le veau, mais il y en a beaucoup plus que dans le lait maternel déjà. Je préfère vraiment quelqu'un qui va consommer un petit fromage au lait cru de temps en temps, plutôt que quelqu'un qui va acheter quelque chose à base de lait pasteurisé plus souvent, parce que c'est moins cher, mais voilà, malheureusement il y aura des conséquences avec le temps. On peut aussi parler des graisses saturées, des graisses transgéniques, parce qu'elles vont perturber l'équilibre des graisses, donc ça va poser problème au niveau du cholestérol, du surpoids, des pathologies cardiovasculaires, de l'inflammation, et amener des complications au niveau du diabète. L'excès d'oméga 6, l'acide arachidonique, surtout via les viandes, c'est vraiment un problème, parce que plus on a d'acide arachidonique, donc plus on a d'oméga 6, moins on va pouvoir utiliser les oméga 3. Et l'idéal avec ça, c'est d'avoir un bon équilibre à oméga 6, oméga 3, apporter plus d'oméga 3, même s'il le faut par complément, et diminuer les apports en oméga 6 pour avoir un meilleur rapport. En plus, on a aussi les excès d'acide linoléique, donc ce sont les huiles de tournesol, de maïs, de pépins de raisin, que l'on retrouve beaucoup dans les produits transformés.
parce que c'est bon marché, mais malheureusement ça a des effets inflammatoires, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut limiter un maximum. Voilà pour les causes de la malnutrition. Maintenant, autre cause, c'est la glycation, j'en ai déjà un peu parlé. Donc ça reprend tous les aliments trop cuits, donc qui comprennent du noirci, du bruni, comme les croûtes de pain ou les barbecues par exemple. En fait, ça déforme les sucres qui ne sont plus nutritifs, qui ne sont plus reconnus par le corps, et ils vont donc s'accumuler, et ça va générer une réaction inflammatoire par rapport au système immunitaire. Ça va poser pas mal de soucis. Donc ça va aussi bloquer les mécanismes de défense et de réparation. Et si en plus on en consomme régulièrement, ça va élever les marqueurs inflammatoires, l'insulinorésistance et l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. De plus, les enfants des mères qui ont beaucoup de glycotoxines circulantes, ils auront déjà une insuline plus élevée. Et ces glycotoxines sont présentes dans le lait en poudre 100 fois plus que dans le lait maternel. De plus, les glycotoxines elles vont augmenter les dégâts sur l'ADN et le raccourcissement des télomères. Donc, automatiquement, ça va accélérer le vieillissement et accélérer l'apparition des maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Ça va aussi avoir un impact sur les protéines de défense contre le stress oxydatif et l'inflammation. Ça va avoir un impact sur les enzymes du foie qui doivent neutraliser les polluants. Ça va aussi avoir un impact sur les enzymes qui fabriquent les neurotransmetteurs, comme la mémorisation, le déclin cognitif. Ça va aussi avoir un impact sur la production d'anticorps, ça va diminuer les globules blancs, ça veut dire qu'on va être plus vulnérable aux infections et aux maladies. Dans la gangrène, l'inflammation augmente et accélère le vieillissement des organes. Au total, on a moins de défense et plus d'oxydation, ce qui va automatiquement augmenter le risque de cancer, de dégénérescence. Les maladies cardiovasculaires sont aussi plus à risque. On a aussi moins d'énergie qui est produite, on a plus de fatigue et on a des fonctions qui sont ralenties ou perturbées. Donc ça va augmenter aussi le mauvais cholestérol. En plus de ça, on va avoir des soucis plus augmentés sur la dentition, la vue, la peau, etc. Donc vous le voyez, la glycation, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose qui est assez problématique et qui malheureusement se retrouve aussi dans les produits transformés, comme les biscuits par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui a été très cuit. Les sucres ont été transformés, modifiés, et donc ça va générer tout un tas de problèmes comme ça. Autre cause qui peut amener au diabète, c'est évidemment le surpoids, notamment avec la graisse abdominale qui va s'accumuler autour des viscères et relarguer continuellement un flux d'acides gras libres qui vont se transformer en triglycérides dans le foie. Ensuite, ils vont augmenter dans le sang, surtout si on consomme des sucres qui se transforment dans le foie en triglycérides. Donc ce taux élevé en fait va être capté par les tissus adipeux et perturber le bon fonctionnement des récepteurs à insuline qui sont de moins en moins sensibles aux stimulations de l'hormone qui devrait faire entrer le glucose dans les cellules pour l'énergie. De plus, cette graisse en excès stimule les défenses immunitaires qui génèrent de l'inflammation. Celle-ci va aussi favoriser l'entretien du diabète ainsi que d'autres problèmes. C'est encore une fois un cercle vicieux. Alors, parlons un petit peu de la flore intestinale, du microbiote. C'est aussi l'une des causes pouvant mener au diabète. Si elle est déséquilibrée ou de mauvaise qualité, ça va aussi favoriser l'accumulation des graisses au niveau du ventre. Alors, avoir une dysbiose, ça va aussi réduire les quantités de propionate. Donc ça, son rôle à lui, c'est de ralentir la vidange gastrique. Si on a une dysbiose et qu'on a moins de propionate, on va avoir une accélération de la vidange gastrique. Ça veut dire que les aliments qui ne sont pas totalement digérés, qui ne sont pas totalement prêts à passer la barrière intestinale, ils vont quand même passer et du coup ça va poser problème. Le glucose va passer plus vite dans le sang, la glycémie va augmenter trop vite, les endotoxines aussi, ce qui va générer de l'inflammation aussi et altérer les récepteurs à insuline. Et en fait ce qui altère la flore, c'est l'excès de sucre rapide, les sodas zéro, les viandes, l'excès de fer, les graisses saturées, l'excès d'oméga 6, les édulcorants, le stress également. Une flore déséquilibrée, en fait, ça va impacter négativement au niveau du cerveau, de la gestion du stress, du contrôle pulsionnel et de l'humeur. Tout ça va donner envie de compenser son mal-être en mangeant mal, ce qui va entretenir des problèmes, encore un cercle vicieux. Autre cause pouvant augmenter le risque du diabète, c'est malheureusement la pollution environnementale, la pollution qui nous concerne tous aujourd'hui. Alors, c'est difficile de se protéger à 100%, mais on peut quand même faire certaines choses pour se protéger au mieux, mais ça, on le verra dans la partie solution.
En fait, la présence des perturbateurs endocriniens dans l'environnement, que ce soit par exemple dans une nouvelle voiture, quand on consomme des aliments gras qui sont stockés dans du plastique, quand on a des produits ménagers de mauvaise qualité ou des produits cosmétiques aussi, des peintures, de la pulvérisation dans les champs, des trajets sur l'autoroute assez longs. Tout ça vous expose à la pollution. Il faut savoir qu'on est déjà exposé à la pollution maintenant avant même d'être né, parce que la mère, qui elle-même est déjà exposée, transmet cela déjà au bébé, même par l'allaitement et par l'alimentation ensuite évidemment. L'impact, c'est de nouveau de l'inflammation, de l'altération au niveau des récepteurs à insuline et ainsi que sur les vaisseaux sanguins. Alors c'est vrai qu'il est impossible d'éviter tout ça à notre époque, mais on peut quand même s'en protéger un minimum pour augmenter nos chances de résister. Alors, autre cause, de nouveau, on continue sur notre lancée, c'est le stress. Parce que les glandes surrénales, elles vont sécréter de la noradrénaline pour mobiliser les muscles, le cœur, etc. Bref, pour faire face à la cause du stress, donc pour pouvoir fuir ou combattre. On est programmé comme ça, c'est bien connu aujourd'hui. Ce stress, il fait rentrer du fer dans les cellules, ça crée de l'inflammation, c'est pro-oxydant. Il décompose le glycogène du foie qui devient circulant, donc ça va augmenter la glycémie, ça pour nous permettre de bouger, de réagir. Il sort de la graisse du tissu adipeux, donc des triglycérides sont circulants, ça aussi, ça augmente la glycémie. Et il y a le stress émotionnel qui active les globules blancs qui émettent des cytotoxines pro-inflammatoires. Le stress, il modifie le comportement alimentaire, donc on va avoir des attirances sucrées, ce qui va favoriser la prise de poids et le diabète, ce qui peut déstabiliser un diabète qui était sous contrôle, aggraver un état d'insulinorésistance ou finir par faire apparaître un diabète à force de stresser de manière intense ou chronique. Donc le stress, ok, c'est physiologique, c'est utile, ça peut nous sauver la vie, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'on stresse beaucoup et qu'on ne bouge pas, on ne réagit pas. Donc le corps, il doit gérer tout ça. Il y a tous les mécanismes qui se mettent en place, et comme on ne fait rien pour dépenser cette énergie qui est libérée, on a un problème après. Il faut pouvoir camoufler tout ça, réduire la glycémie, etc. C'est tout un travail qui se fait en arrière-plan. On ne se rend pas forcément compte, évidemment, mais c'est important de le savoir pour pouvoir agir en conséquence. Alors le sommeil de mauvaise qualité, qui n'est pas réparateur, va aussi augmenter le risque de diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires, d'obésité, d'angine de poitrine, d'infarctus, de dérèglement de l'appétit, de l'inflammation, d'un mauvais contrôle pulsionnel. Ça veut dire que dans la journée, vous allez avoir plus facilement des fringales sucrées généralement. Ça va aussi perturber la réparation de l'ADN et la phase de détox qui se fait durant le sommeil. Donc c'est hyper important aussi d'avoir un sommeil vraiment de qualité pour éviter tous ces problèmes-là. Alors, on va parler ici d'une dernière cause possible pour le diabète, c'est la sédentarité, le manque d'activité physique, on ne le dira jamais assez. Parce que le fait de ne pas bouger, ça va automatiquement réduire la masse musculaire, qui, elle, dépense de l'énergie. Ça va diviser les mitochondries, ça va augmenter la masse grasse, ça va augmenter les stress, c'est un facteur de stress, le fait de ne pas bouger. On est plus vite stressé que quand on bouge. Et ça va aussi faire monter l'inflammation. Donc plus on est assis, plus l'espérance de vie va diminuer. Par exemple, si on est assis plus de 6 heures par jour, ça pourrait réduire 20% l'espérance de vie en moyenne. Ça va aussi augmenter plus de 112% le risque de diabète, plus de 147% le risque d'accident cardiaque, plus de 90% de mortalité cardiovasculaire, plus de 49% de maladies de toute cause. Donc vous voyez, ce n'est pas anodin. Malheureusement, notre mode de vie aujourd'hui, c'est beaucoup de sédentarité, que ce soit au travail, dans la voiture, on est tout le temps assis. Et voilà, c'est vraiment important d'essayer d'inclure du mouvement dans son quotidien. Le moindre mouvement sera bénéfique pour éviter ça un maximum. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast. Je vous remercie déjà beaucoup pour votre écoute. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à liker ou à partager. Alors, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à ce contenu du diabète, si vous souhaitez agir directement en prévention, voire en accompagnement de la pathologie, sachez que c'est possible. En nutrithérapie, on a des solutions. Donc vous pouvez soit consulter un nutrithérapeute ou moi-même. Je propose des consultations sur place ou à distance. Voilà, tout ça, vous pouvez le trouver sur www.alainbureau.be. Merci beaucoup et à bientôt.